Alors, merci beaucoup pour cette introduction et pour la tenue de cette journée d'études sur la problématique du vrac d'archives en Afrique. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de la classification d'un vrac d'archives privé, sans et avec l'auteur, effectivement, comme indiqué, en partant des cas du philosophe Omar Blondin Diop et de l'écrivaine Ken Bougoul, tous deux donc sénégalais. Nous l'avons vu aujourd'hui, le vrac d'archives constitue un défi majeur pour la gestion de l'information en Afrique. Mais ce défi ne se limite pas aux institutions ou aux administrations, puisque un certain nombre de personnalités intellectuelles conservent également chez elles une variété de documents. Ceux-ci vont de manuscrits, notes, correspondances, contrats dans le cas d'auteurs ou encore de leur propre lecture, qui forment ainsi autant de fonds d'archives informels. Certaines de ces personnalités ont pris l'initiative de transmettre leurs archives de leur vivant, comme ça a été le cas de l'écrivain Boubacar Boris Diop, dont vous voyez les archives ici consultées par l'universitaire Maram Balagay en 2023, donc un fonds qu'il a lui-même décidé de remettre à l'université de l'Indiana, plus précisément la Lilly Library au sein de cette institution, entre 2016 et 2017. D'autres personnalités ont vu leurs fonds être classés et déposés après leur décès, à l'image de l'historien Abdoulaye, dont les archives ont rejoint l'Institut fondamental d'Afrique noire, l'IFAN, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais, et c'est la question que je pose aujourd'hui, que deviennent les fonds qui ne sont pas encore pris en charge? Passer de la sphère institutionnelle à celle du privé permet d'envisager la question à une autre échelle. Quels sont les enjeux du traitement d'un vrac d'archives privé? Alors, pour offrir quelques pistes de réflexion à cette question, je m'appuie sur mon expérience de recherche au Sénégal entre 2022 et 2025, menée notamment auprès de deux fonds distincts, celui du philosophe Omar Blondin Diop, d'une part, et celui de l'écrivaine Ken Bougoul, d'autre part. Donc chacun de ces fonds présente des caractéristiques spécifiques. Dans le premier cas, il s'agit d'archives conservées par les ayants droit, sans projet éditorial initialement déterminé, tandis que dans le second, les documents ont été rassemblés par l'auteur elle-même, dans l'intention de les verser physiquement à une institution. Alors pour commencer, j'aimerais vous exposer le fonds privé Omar Blondin Diop, et vous offrir par là même quelques repères biographiques pour un peu camper le décor de cette recherche. Donc Omar Blondin Diop était un philosophe et militant sénégalais né en 1946, participant actif au mouvement de mai 1968 en France et opposant politique au président Léopold Sédar Senghor au Sénégal. Il a été incarcéré pour avoir tenté de faire évader certains camarades emprisonnés après une attaque déjouée contre le cortège du président français Georges Pompidou à Dakar en 1971, et il meurt en détention à Gorée en 1973. Sa mort est alors présentée par les autorités sénégalaises comme un suicide par pendaison, malgré de nombreux éléments attestant d'un homicide. Voilà un peu pour les repères biographiques. Dans le cadre de mon travail biographique, sa famille m'a progressivement ouvert l'accès à plusieurs centaines de feuilles volantes, inédites jusqu'alors, du moins dans son étendue, qui étaient conservées dans une malle, puis dans des pochettes cartonnées. Donc il faut savoir que de son vivant, Omar Blondin Diop n'a publié qu'un seul texte, une critique de film, paru en 1969, mais les nombreux témoignages de ses proches attestent du fait qu'il a noirci des centaines, probablement des milliers de pages. Il se trouve qu'à l'été 1969, il rapporta à Dakar un paquet de manuscrits qu'il laissa dans la maison familiale, et après sa mort en 1973, son père entreprit de constituer un dossier des écrits qui avaient été retrouvés dans ses affaires. Donc c'est un effort qui a été poursuivi ensuite par son frère Mohamed, qui était également détenu à Gorée, lorsqu'il a été libéré, et enfin qui a été maintenu par son autre frère pendant des décennies, Cheikh Amala, qui nous a récemment quittés il y a quelques mois. Donc après avoir bravé un incendie, une inondation et un cambriolage, en plus de destruction de certaines archives préventives au moment de son arrestation, nous voilà avec un fonds documentaire qui est tout de même riche, qui a été conservé pendant plus d'un demi-siècle. Un fonds qui, au cours de la dernière décennie, de la part de ses ayants droit, a été restitué publiquement par étapes, a commencé par 2013, pour les 40 ans de sa mort. Un texte de projet de théâtre urbain qu'il avait écrit avait été lu par son frère Diallo Diop, qui n'est pas celui que vous voyez à l'écran, mais là une capture d'écran de la commémoration de l'époque. Un texte qui a ensuite été repris
intégré en 2021 à 2 films consacrés à Omar Blondin Diop. Vous voyez à droite le premier de ces films-là, Juste un mouvement de Vincent Messiaen, et donc à droite, il s'agit en fait d'une reconstitution cinématographique d'un de ces textes, du texte que j'ai mentionné qui avait été lu en 2013. Et enfin, ce texte a également été intégré à un deuxième film documentaire, Omar Blondin Diop en révolté, du réalisateur Djedi Djigo. Cette même année, en 2021, en écho à l'actualité sénégalaise de l'époque, Cheikh Hamada Diop, qui est donc le conservateur de ces archives au sein de la famille, a suggéré de rendre public dans la presse un autre texte, qui est un synopsis de film resté à l'état brut, dont je me suis chargé de la présentation et de la notation et que nous avons publié dans un journal sénégalais. Un effort que nous avons étendu, donc celui de présenter publiquement des textes issus de ce fonds, que nous avons étendu au reste du fonds en 2023, en prélude du 50e anniversaire de la mort d'Omar Blondin Diop, lorsque nous avons décidé de publier en auto-édition un recueil posthume que vous voyez donc à droite, que j'ai eu la charge de rassembler, d'annoter et de présenter. Donc ce recueil, qui inclut également une section parole, qui est liée à la participation d'Omar Blondin Diop au film La Chinoise de Jean-Luc Godard, est organisé en 3 grandes sections qui sont issues du fonds d'archives privées. Donc une première section qui contient ses analyses politiques et philosophiques, une autre section qui incorpore ses projets, différents projets qui n'ont pas été aboutis mais qui ont été conçus, conceptualisés, et enfin une dernière section de ses correspondances avec ses proches. D'autres documents qui sont moins directement liés à sa pensée politique et qui n'ont pas été intégrés au recueil, en l'occurrence, ont également été recensés, parmi lesquels ses observations, ses lectures ou encore différentes pièces variables. Donc ça peut être des certificats, des photos de famille, etc. Et enfin, dans cet élan de restitution publique de ces archives, en 2024, lors des rencontres autour de mon ouvrage Cette île en quête, qui est la première biographie écrite sur Omar Blondin Diop, dans laquelle j'intègre un certain nombre d'extraits de textes issus de ce fonds, j'ai remobilisé certains de ces documents d'archives comme support matériel à plusieurs événements publics. Donc ici à droite, vous voyez une rencontre avec un club culturel, qui organise des événements littéraires à Dakar. Et donc ce travail autour du vrac d'archives privé d'Omar Blondin Diop, dans ce cas, souligne un enjeu fondamental qui est la reconstitution d'un fonds en l'absence de son auteur, qui exige donc une collaboration étroite avec les ayants droit et une recontextualisation minutieuse fondée sur des souvenirs secondaires. Ainsi, même en l'absence de l'auteur, ces archives peuvent continuer de vivre et trouvent de nouveaux échos à travers ceux qui les portent. Cela m'amène à vous présenter un deuxième fonds privé, qui est celui de Ken Bougoul, sur lequel j'ai également travaillé, mais qui présente des caractéristiques distinctes. Rapidement, quelques repères autour de Ken Bougoul. Marie Toumbay, son nom à l'état civil, qui est plus connue sous le pseudonyme de Ken Bougoul, est une écrivaine sénégalaise née en 1947, donc un an après Omar Blondin Diop. Il s'agit donc de la même génération. Sauf que dans son cas, au sein de son œuvre, qui est centrée sur l'exil, l'identité ou encore la solitude, son livre le plus célèbre, Le Baobab Fou, rédigé alors qu'elle était sans domicile fixe, raconte son expérience sinueuse entre l'Afrique et l'Europe des années 1950 aux années 1970. Donc forte d'un corpus de 11 romans, elle s'est imposée comme une figure incontournable de la littérature dite francophone, et donc à la différence d'Omar Blondin Diop, qui lui est mort à la fleur de l'âge sans laisser derrière lui une œuvre publiée, Ken Bougoul, elle, est l'auteur d'une œuvre reconnue de son vivant. Donc entre janvier et avril 2025, j'ai été chargé de classer ces archives littéraires dans le cadre de l'équipe Manuscrits francophones de l'Institut des textes et des manuscrits modernes, rattaché au CNRS et à l'ENS. Et les enjeux ici se présentaient différemment. Le vrac d'archives avait été conservé par l'auteur elle-même, sans la contrainte de la clandestinité politique, qui dans le cas d'Omar Blondin Diop avait conduit à la destruction d'archives pour des raisons de survie. Ici, en travaillant en collaboration directe avec l'écrivaine, nous avons organisé ces manuscrits et ces tapuscrits, nous avons distingué les versions provisoires des finales, nous avons aussi identifié les annotations et retours d'éditeurs et rassemblé des documents dispersés entre plusieurs boîtes et valises de rangement. Et donc dans nos échanges, j'ai aussi appris que certains textes avaient été détruits, mais involontairement dans son cas, par des proches chez qui les archives se trouvaient, donc dans certains cas pour faire du feu,
ou tout simplement ont été jetés, car jugés sans importance à l'époque. Tandis que d'autres documents avaient été égarés lors de déménagements successifs, notamment entre le Sénégal et le Bénin. Ici, la structuration du fonds s'est organisée autour de 5 grandes catégories que vous voyez inscrites en dessous des 2 images d'illustration, que sont donc des manuscrits, des tapuscrits, des ouvrages imprimés. Ouvrage imprimé, c'est donc un ouvrage mis en forme interne qui a été tiré, donc physiquement, des contrats d'édition et enfin une catégorie varia dans laquelle se trouvent quelques notes des interventions publiques ou encore des entretiens qu'elle a accordés. La différence également importante avec le fonds privé Omar Boumra Diop, c'est qu'ici, il y a également des archives numériques. Donc, ces archives numériques, nous avons pu récupérer les documents qui sont postérieurs à 2008, l'année qui correspond à la création d'une nouvelle adresse électronique et à l'achat d'un nouvel ordinateur. En revanche, pour tout ce qui est des archives antérieures à 2018, qui avaient été conservées sur des machines endommagées ou dans une boîte mail devenue inaccessible, celles-ci restent pour l'instant perdues. Et donc 2 nouvelles catégories sont venues enrichir le classement, en l'occurrence les correspondances électroniques et des photographies. Au-delà de la simple organisation matérielle du fonds, ce travail permet de tracer la génétique de certains des textes de Ken Bogul. Par exemple, en confrontant différentes versions avec elle, nous avons pu reconstituer les traces d'un projet intitulé La valse diabolique, que vous voyez donc à gauche, qui est inséré dans une fiche cartonnée, qui est devenue, dans un second temps, la valse infernale, prévue pour publication en 1986 aux nouvelles éditions africaines, avant de finalement paraître sous un autre titre, Cendre et braise, dans une autre maison d'édition, les éditions de l'Harmattan, 8 ans plus tard. Et donc on le voit bien ici, la dynamique est différente de celle du fonds privé Omar Boumra Diop, puisque l'auteur joue un rôle actif dans la structuration de son propre fonds, dans l'optique de son versement futur au sein d'une institution. En l'occurrence, il s'agit de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'UCAD, et de sa bibliothèque universitaire. Et donc il y sera question, sous peu, puisqu'on est en fin de processus de travail en commun, il sera question de numériser les archives physiques et de faire imprimer les archives numériques pour assurer la pérennité du fonds. Donc en conclusion, ces 2 expériences contrastées entre le fonds privé Omar Boumra Diop et le fonds privé Ken Bogul, 2 expériences contrastées complémentaires qui, dans le contexte sénégalais, interrogent plus largement les enjeux méthodologiques, épistémologiques et historiographiques liés au traitement des vracs d'archives privées en Afrique. Donc qu'il s'agisse, dans la structuration d'un patrimoine littéraire ou philosophique, de reconstituer le fonds d'un auteur disparu, comme Omar Boumra Diop, ou d'accompagner une auteure vivante, comme Ken Bogul, le travail sur le vrac d'archives privées nécessite d'actionner des méthodes souples, sensibles aux trajectoires individuelles, aux mémoires familiales et aux réalités matérielles de conservation. Et plus largement, ces 2 expériences montrent que le vrac n'est pas simplement un problème de désordre documentaire, entre guillemets, mais il est aussi un espace d'histoire discontinue, de silence, de perte, ainsi que de retissage possible. À travers le vrac d'archives privées se pose notamment la question de ce qui a résisté à l'épreuve du temps, ce qui a été préservé malgré ses fissures, de qui décide de la valeur de ce qui le constitue, et de comment le conserver sans en dénaturer son itinéraire propre, des malles de rangement au carton normé. Autant d'interrogations donc qui résonnent avec la problématique de cette journée d'études. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Florian Bobin, donc pour cette présentation méthodique et très instructive. Je rappelle que Florian Bobin est étudiant-chercheur au département d'histoire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, membre du groupe de recherche international Léopold Sédar Senghor. Il est l'auteur de cette 6 enquête, Vie et mort d'Omar Blondin Diop. Il a effectué plusieurs recherches qui ont porté sur les luttes de libération et la violence d'État dans le Sénégal post-indépendance.